sur la protection des données génétiques, mais aussi sur les usages qui peuvent être faits de ces données collectées dans le cadre des tests dits récréatifs. Donc on a aujourd'hui 3 intervenants. On a maître Caroline Henry, qui est avocat spécialisée en droit de la santé et en protection des données. On a le colonel Francis Lermite, qui est chef de la division criminalistique biologie génétique de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, dont l'IRCGN, et la capitaine Marine Bourgerie, qui est adjointe du chef de département expertise génétique de l'IRCGN aussi. Donc on a beaucoup de chance. L'objectif de cette audition, une fois encore, c'est d'avoir 1 heure d'intervention plutôt descendante. L'idée, c'est que vous puissiez prendre des notes, puisqu'après, il y aura un temps de questions-réponses là, de 30 minutes. Donc on va laisser un premier temps de... Vous allez dans une posture de réception et d'apprentissage de tout ça, de toutes ces informations-là, puisque vous avez été assez demandeurs, notamment sur la protection des données. Donc on a vraiment construit cette audition sur la base de vos questionnements de la première session. Donc voilà, ça va être assez riche. N'hésitez pas à noter vos questions. On va avoir une audition en 3 temps. Donc 15 minutes d'abord sur le cadre juridique général du test génétique en accès libre. Donc, ensuite, 15 minutes sur la protection des données génétiques, tout ce qui est stockage, usage, protection, gestion des données. Et puis ensuite, on aura 30 minutes sur vraiment l'exploitation des données génétiques dans le cadre de la police judiciaire, des enquêtes judiciaires. Donc voilà. Et puis après cette heure-là, on aura 30 minutes d'échange. Donc je ne perds pas plus de temps et je laisse la parole à maître Caroline Henry. Voilà, comme ça c'est mieux. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Votre assemblée aussi impressionnante que réjouissante, j'allais dire. Ça nous donne vraiment l'impression de parler à la France de ces questions qui nous occupent au quotidien. Mon intervention donc, va être en 2 parties. Une première partie qui va être sur ce que nous, on appelle l'encadrement réglementaire des tests génétiques, puis donc une seconde partie plus axée sur la protection des données, mais vous le verrez, les 2 sujets sont intimement liés. Donc on a fait une présentation, mais c'est jamais très simple de faire une présentation sur du juridique, on a très peu de schémas, donc c'est souvent du texte, mais ça vous permet peut-être d'avoir quelques marqueurs en même temps que je parle. J'ai pas difficulté à ce que vous m'interrompiez, mais je crois que c'est pas tout à fait organisé comme ça, donc je vais essayer d'être le moins pénible possible pendant mon temps de parole. Sur Internet, donc, vous l'avez probablement constaté, vous avez fait l'exercice comme moi, on trouve aujourd'hui beaucoup de propositions de tests génétiques avec des visées différentes, des visées généalogiques au plan large ou au plan un peu plus étroit, des tests de paternité, des scores de risque dans une logique de bien-être ou une logique médicale. La frontière est toujours un jeu du chat et de la souris pour les acteurs autour de la santé, et on vous propose des analyses très variables sur des échantillons très variables. Certains vous proposent de faire un petit test avec un kit, d'autres simplement de donner un mégot de cigarette, le vôtre ou celui du voisin, un cheveu, des ongles, ou on a trouvé aussi les sous-vêtements de votre conjoint si vous souhaitez faire un test d'infidélité. Voilà ce qu'on vous propose aujourd'hui sur Internet, de tester votre ADN, bien sûr, mais assez volontiers aussi celui du voisin. Et pourtant, le cadre juridique du droit français est assez restrictif autour des tests génétiques. Le cadre est construit avec 2 grands ensembles. Un premier ensemble qui ressort de ce que nous appelons le droit civil ou le droit plus réglementaire qu'on retrouve dans le Code de la santé. Cette partie-là du droit va encadrer les usages licites que vous pouvez faire des tests génétiques, et va encadrer aussi les conditions de réalisation de ces tests génétiques. Et puis un deuxième grand ensemble qui est un ensemble que nous appelons le droit pénal, qui va avoir vocation à définir les sanctions que peuvent encourir les contrevenants qui ne respecteraient pas le cadre prévu pour la réalisation de ces tests. Donc si vous le voulez bien, procédons
en 2 temps. Examinons d'abord le cadre prévu par le droit civil et le droit de la santé, et puis ensuite, disons quelques mots de ce que nous prévoit le droit pénal. Donc, le droit civil fait une dichotomie importante entre 2 ensembles de tests. Les premiers qui sont appelés les examens des caractéristiques génétiques constitutionnelles. Ces textes sont encadrés d'abord par l'article 16-10 du Code civil, et ces tests permettent, dans la logique de cette dichotomie, d'avoir, puisqu'on en reparlera avec le colonel, je crois qu'on avait une discussion intéressante là-dessus, mais bon, d'avoir un certain nombre d'informations sur la santé des personnes concernées. Et puis, le deuxième grand ensemble de textes que l'on retrouve, ce sont les tests qui sont dits identification d'une personne par ses empreintes génétiques. Ces tests-là, on les retrouve à l'article 16-11 du Code civil. Et ils permettent d'identifier une personne avec un degré de certitude important ou de déterminer ses liens de paternité. La différence pour le Code civil entre ces 2 catégories de tests génétiques, c'est que les seconds sont permis dans des usages beaucoup plus larges, un usage médical et scientifique, un usage dans le cadre de la lutte antidopage, et aussi un usage judiciaire avec tout un volet pénal dont vous parleront le colonel et la capitaine, et puis un usage judiciaire qui peut être aussi dans ce que nous appelons nous les actions civiles, par exemple une action pour reconnaître une paternité. Dans ce cadre-là, le texte va imposer le consentement préalable de la personne sur lequel était. Même dans l'hypothèse où cette personne est décédée, il faudra aujourd'hui, selon la loi, s'assurer qu'elle avait donné son consentement pour pouvoir réaliser ces tests-là. Les autres tests sont pratiqués exclusivement dans un cadre beaucoup plus strict, qui est le cadre que je vais vous exposer maintenant. Alors, quelques définitions encore sur ces autres tests. Le Code de la santé publique, cette fois-ci, distingue 2 catégories de tests. Nous avons les tests qui sont appelés les tests des caractéristiques génétiques constitutionnelles, et puis les autres tests qui sont appelés les tests des caractéristiques génétiques somatiques. Sur les premiers de ces tests, on sait qu'en les réalisant, on va accéder à des caractéristiques génétiques qui sont innées ou des caractéristiques génétiques qui ont été acquises à un stade précoce du développement. Sur la seconde série de tests, on ne peut dire si les caractéristiques que l'on va examiner sont acquises dans les mêmes conditions. La loi prévoit que lorsque les seconds tests risquent de divulguer des informations sur les caractéristiques génétiques constitutionnelles, alors ces seconds tests devront être réalisés selon le même régime que les tests à visée constitutionnelle. Alors, le cadre, il est composé autour de 4 grands piliers. Et je n'ai pas pris de minutage, n'hésitez pas à me dire. Parce que... Il reste 10 minutes sur les... Ok. Donc, le régime juridique est construit autour de 4 piliers. Le premier pilier, ce sont les finalités. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui dans la réglementation. C'est les finalités pour lesquelles vous pouvez utiliser ces tests. Le premier texte à évoquer ces finalités, c'est l'article 16-10 du Code civil qui vous dit « Ces tests peuvent être réalisés pour des finalités médicales ou scientifiques dans le cadre de la lutte antidopage, et puis c'est tout. » Ces finalités médicales sont même précisées encore par les dispositions réglementaires du Code de la santé publique, puisqu'on vous dit ces tests peuvent être réalisés pour poser, confirmer, infirmer un diagnostic d'une maladie à caractère génétique, rechercher les caractéristiques d'un ou plusieurs gènes pouvant être à l'origine d'une maladie chez une personne ou un membre de sa famille, adapter la prise en charge médicale aux caractéristiques génétiques. Je laisse de côté le diagnostic néonatal qui n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour.
Les textes sont très précis, et je ne rentrerai pas dans tous les détails, sinon je dépasserai le temps qui m'est imparti, mais on vous précise que, par exemple, si vous faites des tests sur une personne asymptomatique, alors vous ne pourrez pas les faire dans toutes les circonstances. Il y aura des circonstances particulières sur lesquelles je vais un peu vite, mais je répondrai aux questions si nécessaire, qui vous permettent de les faire sur une personne asymptomatique. Et donc, si l'une de ces conditions n'est pas réunie, vous ne pouvez pas pratiquer ces tests sur une personne asymptomatique. Vous avez également des cas particuliers, par exemple, lorsqu'on veut pratiquer un test sur des mineurs ou sur des personnes qu'on appelle les majeurs protégés, qui font l'objet d'une mesure de protection judiciaire. Et dans ces cas-là, on va s'assurer que le test va être réalisé sur quelqu'un pour lequel on pourra pratiquer des mesures préventives ou curatives à visée immédiate, pas sur le long terme. La deuxième condition essentielle de ce régime juridique, c'est le consentement. Et ça, c'est central dans tout le droit de la santé, mais très particulier en matière génétique. Le consentement, pour qu'il puisse être valablement donné, est encadré aussi et préalablement par une information qui doit être donnée aux personnes concernées. Et cette information, vous avez beaucoup de textes, ici encore, je n'aurai pas le temps de vous faire tout le détail, mais énormément de textes dans le Code de la santé publique et dans le Code civil qui viennent assurer la qualité de l'information qui est donnée. La qualité de l'information qui est donnée dépend de deux facteurs. D'abord, la complétude de l'information sur la nature de l'examen, l'indication de l'examen, la possibilité que l'examen, et c'est un point important, puisse révéler des données au-delà de ce qui était l'indication initiale du test, et l'impact que les résultats du test peuvent avoir sur les proches. Je ne vous détaille pas encore tous les paramètres de l'information, mais sachez que l'information est un critère absolument essentiel de la réglementation. La deuxième variable pour une information adaptée, c'est que cette information soit donnée dans un cadre qui est construit par le Code de la santé publique, et ce cadre, il est important, c'est un échange individuel, une consultation individuelle avec un médecin ou un conseiller en génétique qui est en mesure d'apporter toutes les informations, d'adapter la manière dont il apporte les informations à la personne, à son état au moment où elle reçoit l'information, et évidemment de répondre à toutes les questions. C'est avec ces deux variables qu'on s'assure qu'on prodigue aux patients une information de qualité. Une fois que l'information est dispensée, alors la personne est en mesure de donner ce qu'on appelle, nous les juristes, un consentement éclairé. Je sais à quoi je m'expose, je sais à quoi je m'engage, et donc je suis en mesure de dire si oui ou non je souhaite réaliser ce test. Ce consentement, encore une fois, est très particulier en droit de la santé, puisqu'on a un consentement qu'on appelle, nous, un consentement solennisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va exiger une qualité particulière du consentement ici aussi, un consentement de la personne concernée qui va être express, un consentement de la personne concernée qui va être donné par écrit, ce qui est très atypique en droit de la santé en général, où on privilégie l'oralité dans le colloque singulier entre le médecin et son patient. Le consentement doit évidemment intervenir après la délivrance de l'information. Il doit mentionner l'indication du test lorsque ce test est fait dans un contexte médical, et l'objectif de la recherche lorsque ce test est fait dans un contexte de recherche. Le consentement est révocable à tout moment, en tout ou partie, et sans qu'une forme particulière soit exigée de la part de la personne concernée. On a une petite nuance, je vous en dis un mot quand même. Lorsqu'un test génétique a été fait dans un contexte médical, par exemple, on a du matériel qui a été prélevé sur la personne concernée et une possibilité de réutiliser ce matériel pour refaire des tests, cette fois-ci sans chercher le consentement de la personne concernée, mais en revanche en s'assurant qu'elle ne s'y est pas opposée et qu'elle a reçu toute l'information sur la possibilité de refaire ces tests dans un but scientifique. Le troisième pilier, c'est le cadre de réalisation de ces tests. Le Code de la santé publique et un certain nombre de textes prévoient un cadre extrêmement strict et de compétences des personnels amenés à intervenir dans la prescription et la réalisation des tests, et de règles techniques qui peuvent permettre d'assurer
et la fiabilité des tests et l'adaptation du contexte dans lequel ils sont réalisés à l'importance de la protection prévue par le droit. Le dernier pilier va être en aval de la réalisation du test et va encadrer la manière dont on annonce les résultats d'un test, surtout d'un test dont les résultats sont défavorables. Et ça, c'est extrêmement important et je pense qu'il faut l'avoir à l'esprit quand on se dit qu'un patient peut, ou un citoyen peut être livré à lui-même dans le cadre des tests sur Internet. Là aussi, on va avoir une importance de l'information orale qui va être délivrée. On va la doubler d'un document écrit compréhensible par le patient autour des résultats qui viennent lui être livrés, et puis de tout un dispositif qui va permettre d'informer la famille lorsque cela sera nécessaire. Cette information, vous la recevez aussi lorsque le test est réalisé dans un contexte de recherche, puisque lorsqu'on est dans un contexte de ce qu'on appelle, nous, la recherche interventionnelle, c'est-à-dire vraiment un patient qui est inclus dans un processus de recherche, il aura toujours droit à être informé des informations sur sa santé qui peuvent être découvertes à la faveur du processus de recherche. Et si, dans le cas où on a fait des recherches sur ces échantillons, on retrouve des choses extrêmement importantes, avec un processus très sécurisé, où on ne transmet pas l'information complète à tout le monde, on arrive à remonter au patient et il lui a dû transmettre les informations considérées. Alors, pour protéger, pour être certain que tout ça soit fait dans les clous, pardonnez-moi l'expression, le choix du législateur, comme souvent sur les choses qui ont beaucoup de valeur pour lui, a construit au regard de cet ensemble du droit civil et réglementaire des dispositions pénales. Ces dispositions pénales, elles ont été construites par différentes strates dans le cadre des différentes révisions des lois bioéthiques. On a eu d'abord une prohibition et une pénalisation de la réalisation des examens génétiques en dehors des finalités, puisque ce critère de finalité est extrêmement important. On a eu ensuite une attention particulière au détournement des finalités. J'ai réalisé un test pour une finalité, je m'assure que ces résultats ne soient pas détournés pour autre chose. La deuxième étape a été de s'interroger sur la sollicitation, et vous verrez pourquoi on a fait ces étapes, je vous en dirai 2 mots après. La sollicitation des tests, il est interdit de solliciter la réalisation d'un test en dehors des conditions prévues par la loi. Et puis, une troisième étape, mais qui cette fois-ci est un dispositif un peu étonnant, qui n'est pas pénal, mais qui est quand même une prohibition. On s'est intéressé au démarchage des sites pour réaliser des tests sur Internet. Mais cette fois-ci, cette disposition, un peu étonnamment, n'est pas retrouvée dans le Code pénal. C'est juste une prohibition qu'on retrouve à la fin de l'article 1610 du Code civil. Alors, on pourrait se dire, avec tout ça, et j'essaierai d'être la plus courte possible, avec tout ça, comment ça fonctionne. Pour le juriste, c'est pas si simple que ça de se dire que en fait, on va limiter l'accès des gens aux tests génétiques. C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça pour une première raison. La première chose, c'est qu'on connaît assez bien, en droit de la santé, un certain nombre de mécanismes qui viennent limiter la volonté individuelle sur les actes qui sont réalisés sur le corps, parce que finalement, pour le juriste, la personne cohabite un peu avec quelque chose de plus grand, qu'on appelle, nous, la sauvegarde de la dignité humaine, et c'est un peu l'humain, à travers le corps de chacun, qu'on va venir protéger, et donc limiter parfois la volonté de chacun de disposer de son corps. Mais ici, la problématique est un peu différente, puisque les données génétiques sont considérées comme sensibles par la réglementation, pas tant à raison de l'impact de l'action qu'on va mener sur le corps, mais précisément à raison des données que ce test va permettre de révéler. Parce que pour le juriste, et à tort ou à raison, puisque j'ai eu plein de discussions extrêmement intéressantes avec des médecins là-dessus, ces données génétiques, elles sont extrêmement sensibles parce qu'elles sont particulièrement prédictives et particulièrement identifiantes. C'est donc plus la personne, dans ce qu'elle a de plus individuel, de plus personnel, cette fois-ci, qu'on va essayer de venir protéger. Et pour nous, la mécanique habituelle, quand on veut protéger la personne, c'est de précisément lui laisser le choix de décider si elle veut le faire
ou si elle ne souhaite pas le faire. On a ce qu'on appelle, nous, des choses qui sont les attributs de la personnalité, votre voix, qui n'est qu'à vous, votre image, qui n'est qu'à vous, votre nom et vos prénoms qui sont à vous, et les mécanismes qu'on utilise d'habitude sont précisément des mécanismes qui sont des mécanismes d'autorisation et de contrôle par la personne concernée. Tout ça est donc extrêmement étrange, et c'est probablement assez étrange parce que la donnée génétique a ceci de complètement original qu'elle vous définit tout à fait singulièrement, en même temps qu'elle ne vous définit pas que vous, qu'elle appartient et à la personne concernée par la donnée et en partie aux membres de sa famille. Toujours est-il que notre vision aujourd'hui telle qu'elle existe dans le droit français n'est pas unanimement, universellement partagée dans le monde. Le rapport déjà du Sénat, me semble-t-il, lors des dernières révisions de la loi bioéthique, nous disait que nous étions 2 à partager cette vision, la Pologne et la France. Nous avons des instruments internationaux qui permettent d'unifier une vision sur des matières, et notamment des matières sensibles, notamment la Convention d'Oviedo, qui a un protocole particulier sur la génétique, mais pour autant, ce protocole ou ce texte ne vient pas gérer de manière universelle la question des tests génétiques en accès libre. C'est donc un contexte de ce qu'on appelle, nous les juristes, de concurrence législative qui permet ces offres différentes proposées au public français, puisque d'autres lois permettent, ce qui aujourd'hui n'est pas permis en France. Alors, quand on prend les différentes étapes de ce qu'a voulu faire le législateur sur la prohibition des comportements pour essayer de faire respecter sa loi, on s'aperçoit d'abord que la première difficulté, quand on veut interdire les examens qui sont réalisés dans un cadre qui n'est pas celui prévu par la loi, c'est que la majeure partie de l'examen en lui-même est réalisée à l'étranger, dans un état où la loi finalement le permet. Ce qui est fait en France, c'est l'envoi du kit. Alors, cela étant dit, le prélèvement, c'est la phase préanalytique. Ça fait partie de l'examen de biologie médicale, mais on a ce petit bout de choses ici. Et puis, on a l'envoi des résultats, mais tout le reste est fait depuis l'étranger. En guise de quoi, on voit que la loi française a des prises un peu diffuses. Alors certes, ça n'a jamais empêché les tribunaux d'essayer de faire un peu de gymnastique pour raccrocher les choses à la loi française, mais au résultat, on n'a pas de décision de justice. Moi, je ne suis pas capable, et pour le coup, on a des bases de données assez exhaustives, de vous citer une seule décision de justice pénale qui soit fondée sur les tests génétiques en accès libre et les prohibitions qui sont prévues par les articles 226, 25 et 26 du Code pénal. Donc c'est le premier volet. Et puis ensuite, donc en 2011, on se dit, mais finalement, pour faire respecter convenablement la loi, peut-être faut-il gérer ce qui est sur le territoire français, c'est-à-dire la personne qui vient solliciter des tests dans un contexte qui n'est pas celui prévu par la loi. Ici aussi, je n'ai pas de décision de justice à vous citer. Pourquoi je n'ai pas de décision de justice à vous citer ? Probablement parce qu'il y a quand même un certain inconfort à se dire, OK, si je veux faire appliquer cette prohibition de la sollicitation de tests réalisés hors les conditions de la loi sur Internet, comment je dois faire ? Comment je dois faire ? Ça veut dire qu'a priori, il va falloir que je surveille un peu assidûment les citoyens qui ne sont pas non plus des délinquants forcenés dans leur quotidien et dans leurs interrogations et parfois leurs difficultés qui provoquent le recours à ces tests. Et puis, la dernière chose prévue par la dernière révision bioéthique, c'est de se dire je vais agir sur les comportements de démarchage. Et ici, je pense que le terme démarchage n'était pas très heureux, puisque pour nous, les juristes, le terme démarchage, ça veut dire qu'il faut vraiment faire une action, vous appeler en vous disant ça ne vous dirait pas un petit test génétique, ou vous envoyer des mails, ou ce genre de choses. Et je ne crois pas que la pratique aille jusqu'à là. On a une proposition qui est faite en ligne par un certain nombre de sites, une proposition très claire, tournée vers un public français, écrit en français, parfois qui vous explique même le contexte de la loi française. Enfin, c'est très clair, mais en tout cas, ce n'est pas fondamentalement du démarchage. Et par ailleurs, ça n'est pas sanctionné en tant que tel par la loi pénale. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut véritablement faire quelque chose ? Ou est-ce qu'on souhaite faire quelque chose ? Ou est-ce que c'est l'heure de faire un petit peu autrement ? Alors, il y a plusieurs choses qui sont possibles. On peut se dire, finalement, la loi n'est pas tout à fait bien écrite.
Et tout ce volet pénal, il faudrait le revoir un petit peu pour donner plus de prise. Et même s'il n'est pas pénal, on connaît dans plein de sujets un peu de cet ordre l'action, par exemple, des ordres professionnels, de l'ordre des médecins ou sur un certain nombre de sujets. Mais encore faut-il leur donner des billes avec une loi qui est convenablement écrite. Ça, c'est une première façon de voir les choses. Et puis après, on peut se dire, il y avait un auteur américain qui avait écrit beaucoup à l'époque où, en fait, quand on voulait faire ce genre de choses, on était encore obligé de se déplacer. Il n'y avait pas une possibilité de recourir à des pratiques médicales par Internet. Et elle avait écrit finalement, quand on voit un développement massif d'un comportement tel que celui-ci, qui est assez important, hein, puisque je crois qu'on recense quelque chose comme 300 000 Français quand ils recourent à ces tests, c'est une façon de voter avec ses pieds. Elle disait « vote with one's feet ». Est-ce que ici c'est le moment de prendre acte de ce que voilà, les citoyens français ont une vision un peu différente de ce que prévoit le cadre législatif? Après, on peut se dire, on peut faire un peu dans le détail et se dire, à l'endroit où on a prévu qu'on allait pénaliser le comportement des citoyens, est-ce qu'il est cohérent, en tout cas, de se dire on veut protéger les Français et tout à la fois, on va, pour les protéger, faire un dispositif pénal qui va leur faire encourir des sanctions d'1 an et de 15 000 € d'amende pour avoir sollicité un test sur Internet. On peut se dire aussi, il y a une appétence particulière à une dimension un peu prédictive. Alors là-dessus, je me garderai bien de dire si c'est à tort ou à raison, les généticiens ont une vision beaucoup plus mesurée de tout ça, mais il y a vraiment une recherche qui est faite en lien avec la santé. Est-ce qu'il faudrait peut-être repenser le cadre des usages licites dans le contexte médical pour se dire finalement toute une partie de ces tests qui sont à risque, avec des gens qui vont avoir accès à des données sans savoir quoi en faire, sans savoir les classer, sans savoir les hiérarchiser, sans savoir personne avec qui en parler, peut-être que les inclure dans le cadre, ou les inclure en partie dans le cadre qui est déjà dessiné pourrait apporter une sécurité à un certain nombre de tests. Et puis, on peut se dire aussi, peut-être qu'on peut cette fois-ci avoir une approche de légalisation de certains tests en généalogie. Pourquoi? Ça aurait quel intérêt peut-être de permettre une offre qui serait mieux maîtrisée parce qu'elle aurait lieu sur le territoire français et selon les lois françaises, en n'oubliant pas quand même plusieurs choses. C'est qu'il y a un côté... Alors moi, j'aime pas le terme récréatif, mais admettons qu'il y a un côté ludique ou un côté... voilà, en tous les cas, une recherche de cet ordre-là. Ça crée quand même des bases de données génétiques, que les bases de données génétiques, alors on préfère qu'elles soient en France, mais enfin j'allais dire, le législateur a beaucoup œuvré quand même pour être très parcimonieux dans la création de ces bases de données qui peuvent emporter des risques, non pas dans l'usage médical qui est fait, mais dans les usages qui pourraient en être faits, que par ailleurs permettre à l'un de s'amuser. Ça va peut-être permettre à quelqu'un qui ne trouvait pas ça très amusant de recevoir un certain nombre d'informations qu'il ne souhaitait pas recevoir, puisque les informations, la grande différence ici, c'est que les informations ne vous concernent jamais que vous. Et puis, un dernier point, de se dire, comme je vous disais en introduction, il y a quand même un certain nombre de gens qui vont transmettre des informations génétiques qui appartiennent à un tiers pour savoir un certain nombre de choses. Et là aussi, légaliser, ça voudrait dire encadrer convenablement ces risques. Alors, vous le verrez, la protection des données est aussi au cœur des enjeux qu'on peut avoir sur ces aspects-là, et probablement aussi peut-être un levier qui permet de faire respecter ce que le droit réglementaire ne permet pas toujours de faire respecter aujourd'hui. On peut passer aux données. Alors, passons donc aux données. Alors, passons donc aux données. Sur les données, j'imagine que vous avez quelques repères. Il y a un texte qui n'a pas dû vous échapper, qui s'appelle le Règlement général sur la protection des données, qui est un texte, cette fois-ci, à l'échelle européenne, qui a été adopté en 2016 et qui est applicable en Europe depuis 2018. Et ce texte est le texte fondateur et principal de la matière et de la protection des données. Alors ce texte, il nous donne déjà des définitions intéressantes. On nous dit, pour nous définir son périmètre, il nous dit, moi je m'applique aux données qu'on appelle les données à caractère personnel, qu'on a ici résumées comme données personnelles. C'est quoi une donnée à caractère personnel? C'est une donnée qui va se rattacher directement à une personne que l'on peut identifier, qui est directement identifiée ou que l'on a les moyens d'identifier.
Ensuite, le texte, il nous dit également que certaines données sont des données qu'on appelle des données concernant la santé. Les données concernant la santé, ce n'est pas juste les données qui sont les données qui proviennent des soins, par exemple, c'est toutes données qui vont nous apporter une information sur la santé de la personne concernée, qu'il s'agisse de sa santé mentale ou qu'il s'agisse de sa santé physique. Et puis ensuite, le texte vient aussi définir ce qu'il appelle les données génétiques. Et les données génétiques, c'est les données qui vont renseigner sur les caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises de la personne concernée et qui nous donnent des informations sur sa physiologie ou son état de santé et qui proviennent d'un prélèvement d'un échantillon humain. Le texte nous dit que pour ces données très particulières, donc pas les premières, les données personnelles, les données à caractère personnel, c'est l'ensemble des données qui concernent les personnes, mais pour ces deux catégories particulières, les données de santé et les données génétiques, l'importance de la protection de ces données justifie que les États membres, dont la France, soient autorisés à adopter en complément des règles prises par le RGPD un certain nombre de règles qui pourraient lui permettre, selon sa vision, d'assurer une protection encore plus optimale de ce type de données. C'est ce qu'a fait la France, puisqu'elle avait déjà, avant l'adoption du RGPD, un régime juridique dense pour protéger les données de santé. Et donc, elle a conservé ce système et aussi amélioré ce système depuis. L'essentiel de ce système procède d'une loi que vous connaissez probablement également, qui s'appelle la loi informatique et liberté. Alors, ces deux textes vont avoir la même approche sur les données de santé et les données génétiques. C'est une approche assez simple, c'est qu'on ne doit pas traiter les données de santé et les données génétiques. C'est des catégories de données que la réglementation qualifie de sensibles et elle en interdit par principe le traitement. Cela étant dit, comme on a quand même besoin des données de santé dans un certain nombre de contextes, des cas exceptionnels sont prévus et ces cas sont limitatifs. Ils sont prévus par l'article 9.2 du Règlement général sur la protection des données. Et vous voyez, parmi les cas exceptionnels, on a le consentement explicite de la personne concernée, le contexte des soins ou encore le contexte de la recherche. Ensuite, la protection des données, elle est assurée en Europe autour d'un principe qu'on appelle le principe de responsabilisation des acteurs. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. L'idée importante que je veux vous véhiculer, c'est que ce principe suppose qu'un certain nombre de règles sont prévues par les textes et que les acteurs doivent, selon les traitements qu'ils conduisent, selon la sensibilité des données, prendre toutes les mesures qui permettent de parvenir aux objectifs qui sont prévus par la réglementation. Ensuite, la réglementation prévoit un certain nombre de principes. Votre traitement de données doit avoir un fondement. Il y a un certain nombre de fondements qui sont prévus par les textes. Il faut que votre traitement ait un fondement, sinon votre traitement est illicite. Il faut que lorsque vous utilisez, alors quand on dit traitement de données, ça veut dire toute forme d'utilisation, toute forme d'action sur les données. Ça peut être du stockage, ça peut être de l'analyse. Toutes les actions sur la donnée sont des traitements de données. La réglementation nous dit il faut que quand vous décidez de traiter, d'utiliser des données, il faut que vous sachiez pourquoi. C'est la finalité déterminée, explicite et légitime. Alors, si c'est, par exemple, je traite les données parce que, comme ça, j'ai ma liste de consommateurs de mon service de drogue à domicile, vous aurez une finalité, mais elle ne sera pas fondamentalement légitime. Donc, je sais pourquoi je traite les données et je sais que l'objectif que je poursuis est légitime et légal. Vous traitez les données aussi uniquement les données dont vous avez besoin pour parvenir à cette finalité. Donc il y a un vrai travail qui doit être fait sur quelles données, et on ne fait pas un grand sac de données, puis après on voit si on trouve un usage éventuellement à ces données. On travaille toujours de sorte que les données soient exactes, et si c'est nécessaire, on les met à jour. Et puis, une fois qu'on a défini pourquoi on traite les données, eh bien, on est en capacité de dire combien de temps on a besoin pour traiter ces données. C'est ce qu'on appelle le principe de conservation des données. Une fois qu'on a atteint l'objectif qu'on s'est fixé, alors on ne conserve plus les données, en tous les cas plus sous une forme identifiante.
Les données doivent être aussi traitées de manière loyale et transparente. Ça veut dire que les personnes qui sont concernées par ces données doivent savoir que le traitement existe et doivent avoir des renseignements suffisants et nécessaires pour être en mesure d'exercer. Vous retrouvez ici un peu la protection de la personnalité qu'on évoquait tout à l'heure, en mesure d'exercer leurs droits. On fait très attention aussi à ce que les données, si elles sortent de l'espace économique européen, soient traitées dans des conditions qui sont équivalentes aux conditions dans lesquelles elles sont traitées en Europe. C'est ce qu'on appelle la réglementation des transferts de données. Et puis, évidemment, on a une attention tout à fait particulière sur les conditions de sécurité dans lesquelles on traite les données. Ouais, c'est... Ensuite, vous voyez, les personnes concernées reçoivent un certain nombre de droits. C'est ça qui permet l'usage et le contrôle des données. Donc, une information, je ne rentrerai pas dans les détails de l'information, mais l'information, elle est suffisamment exhaustive pour pouvoir exercer les droits. Vous avez un droit d'accès à vos données. Vous avez un droit d'accès d'ailleurs qui est doublé en matière médicale par le droit d'accès au dossier médical, un droit à la rectification de vos données, un droit à l'effacement des données, c'est ce qu'on appelle aussi le droit à l'oubli. La portabilité, qui est une grande innovation du RGPD, ça veut dire que vous pouvez partir avec vos données, un droit d'opposition et un droit sur les traitements complètement automatisés, et enfin un droit qui est prévu par la loi française sur ce que vous souhaitez faire de vos données après votre mort. Alors tous ces droits, on vous dit souvent vous avez tous ces droits. Oui, bien sûr, vous avez tous ces droits, mais selon le contexte, il y a des droits qui vont plus ou moins s'appliquer. Je vous donne un exemple rapide. Si le fondement du traitement de données, c'est votre consentement, vous n'aurez pas de droit d'opposition, mais un droit de retirer votre consentement. Donc les droits existent tous, mais ils sont à géométrie variable selon les traitements. Donc une fois qu'on s'est dit tout ça, je voulais vous dire quand même un petit mot des sanctions, puisque le RGPD a quand même un grand effet dissuasif, et je peux vous dire que les autorités de contrôle utilisent leur pouvoir de sanction dans des grandes largeurs. Donc vous voyez, ça peut aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires monde, ça commence à faire un peu. Quelques mots quand même du droit français, puisque comme je vous l'indiquais, on a le RGPD, mais on a aussi le droit français. Le droit français, il vient rajouter, j'allais dire des contraintes, en tous les cas un cadre pour les traitements qui sont réalisés dans le domaine de la santé, avec un cadre, je rentrerai si vous le voulez tout à l'heure dans les questions, mais sur la recherche, sur tous les traitements recherche, ils sont extrêmement encadrés, avec encore des mécaniques d'autorisation, en tous les cas de conformité à des référentiels qui sont très précis sur les conditions dans lesquelles on traite les données et aussi les conditions de sécurité des données. Et puis, dans le cadre des soins, beaucoup, vous voyez, ça c'est la recherche. Et ensuite, dans le cadre des soins, on a aussi beaucoup de choses qui sont prévues pour sécuriser les données. Je vous donne juste un exemple, qui est ce qu'on appelle la réglementation sur l'hébergement des données de santé. Ici, on va avoir des hébergeurs qui sont très particuliers, qui sont des hébergeurs certifiés. Quand les données vont provenir de contexte du soin, vous allez avoir l'obligation, si l'hébergement des données est fait à l'extérieur, comme souvent dans une logique de cloud, de faire que ces hébergeurs soient particuliers, certifiés, avec des conditions de sécurité très importantes. Donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est si je fais un test à l'étranger, je vais avoir quelle protection ? Alors, l'originalité de ces deux textes, RGPD, loi informatique et liberté, c'est qu'ils ont un champ d'application assez ambitieux. Le RGPD, il va venir protéger normalement le contexte des tests dont il s'agit, puisqu'il prévoit deux choses. Soit votre offreur, il est sur le territoire européen. Dans ce cas-là, il est soumis au RGPD, pas de débat. Soit votre offreur n'est pas sur le territoire européen, mais vous voyez bien qu'il dirige son offre vers le territoire européen. Et cette fois-ci, comme il dirige son offre vers le territoire européen, même s'il n'est pas sur le territoire européen, il sera soumis au RGPD. Même chose, loi informatique et liberté. Tout à l'heure, je vous disais, on a rajouté un peu parce que le RGPD nous le permettait. Ce petit peu qu'on a rajouté, la loi informatique et liberté prévoit qu'il s'applique dès lors que la personne concernée par les données va être sur le territoire français. Sauf que ça, c'est une chose. Après, si je vous dis ça, ça ne veut pas dire qu'on est très content et qu'on est complètement sécurisé pour plusieurs raisons. La première, c'est en théorie, ça s'applique. Est-ce que c'est appliqué effectivement ? C'est autre chose.
plus l'offreur est de petite taille, moins il a la capacité à faire du juridique différentiel selon les zones géographiques, et en général, il fait comme il fait pour chez lui. Et puis ensuite, moins l'offreur va avoir de liens avec le territoire européen, moins les autorités de contrôle vont avoir la possibilité de le sanctionner effectivement. Donc, en théorie, vous avez cette protection. Ça nous donne 3 grands ensembles, et j'en finirai par là. Soit votre offreur, il est sur le territoire français, et dans ce cas-là, vous avez la protection maximale qu'on vient de dessiner tout à l'heure. Soit votre offreur, il est sur le territoire européen, et on peut imaginer qu'il soit conforme, ou espérer en tous les cas qu'il soit conforme à RGPD, en tous les cas avoir des pouvoirs de contrainte et de sanctions importants s'il n'était pas conforme au RGPD. Moins sûr qu'il soit conforme à la loi informatique et liberté, qu'il en connaisse les subtilités. Soit votre offreur, il est carrément en dehors de ce territoire-là, et là, vous avez quand même un peu moins de certitude. Certitude de l'applicabilité probablement, certitude de l'application effective de la loi un peu moins. Alors, s'il n'applique pas ces lois-là, qu'est-ce qu'il applique ? Il y a une carte qui est un peu intéressante, et j'en aurais fini par là. C'est la carte qui est faite par la Commission nationale informatique et liberté. Cette carte, elle recense tous les pays qui sont ce qu'on appelle des pays plus ou moins adéquats. Vous voyez, en bleu, c'est tout ce qui est européen. En bleu un peu plus clair, c'est ce qui est à peu près équivalent. Et puis, plus vous allez dans une autre couleur, moins on est sur quelque chose d'adéquat. La Commission européenne prend ce qu'on appelle des décisions d'adéquation dans le cadre des transferts, où elle vérifie si les lois étrangères sont à peu près équivalentes à la loi française ou à la loi européenne. Et en fonction de ça, elle rend des décisions. Et donc là, vous savez, si le droit européen n'est pas appliqué, vous savez à peu près si dans les États, vous allez avoir quelque chose d'équivalent ou quelque chose de vraiment pas équivalent. Ouais, merci beaucoup. Merci infiniment, Maître, pour tous ces éclaircissements vraiment très, très nécessaires et vraiment très, très riches et précieux. On sait que c'est un petit peu dense, là, vous arrivez directement, on rentre dans le dur, mais je pense que c'était vraiment des choses sur lesquelles vous étiez très demandeur, et donc c'est très précieux. Maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur le colonel et Madame la capitaine. Peut-être que je peux récupérer la clé USB pour installer le diapo, et on va parler d'un usage un petit peu plus... qu'on a un peu moins évoqué lors de vos échanges, mais qui est vraiment important, puisque c'est un enjeu aussi, qui est du coup l'exploitation des données génétiques collectées à l'occasion des tests pour le cadre des enquêtes judiciaires. Donc je vais juste préparer et je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis le colonel Francis Hermite, comme l'a indiqué Madame Aoun. Je suis le chef de la division criminalistique biologie génétique de l'IRCGN. Donc, au sein de cette division, nous réalisons des analyses sur des prélèvements biologiques qui ont été réalisés sur des individus identifiés dans le cadre d'affaires judiciaires pour l'alimentation de la base de données nationale qui est le FNEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, qui a été créé en 1998 suite à une affaire qui est l'affaire Guy Georges. Donc initialement, le FNEG était dédié pour enregistrer les profils génétiques des délinquants sexuels. Et au fur et à mesure du temps et des évolutions de la loi, de très nombreuses infractions ont été mises dans l'alimentation de ce fichier, toutes les atteintes aux personnes, toutes des atteintes aux biens et aussi les trafics de stupéfiants. Et je passe sur, bien sûr, certaines infractions. Mais grosso modo, si vous devez retenir quelque chose, c'est tout sauf le code de la route. Voilà. Grosso modo, comme ça, moi, ça c'est beaucoup plus rapide. Ça grossit le trait, mais c'est à peu près ça. Le FNEG, merci beaucoup. Non, mais ça va le faire avec la souris. Hop. Fichier national automatisé des empreintes génétiques. Le FNEG, donc il enregistre, il contient les données d'individus donc identifiés et donc prélevés dans le cadre de ces différentes infractions. Il contient également les traces prélevées sur les scènes d'infraction ou sur des éléments retrouvés sur les scènes d'infraction à partir desquels un profil génétique a été déterminé et donc enregistré au niveau du fichier pour essayer de trouver une correspondance avec un individu qui a déjà été enregistré dans cette base de données. Il contient également les données de personnes disparues, donc soit de la personne elle-même, soit de parentèle. Donc on entend par parentèle des parents, des enfants,
Alors nous, c'est ce qu'on préfère au niveau de la génétique parce que c'est ce qu'on appelle une lignée directe. Après, les frères, les sœurs, la loi permet les frères, les sœurs, les grands-pères, les grands-mères, les petits-fils, petites-filles. Bon, à partir de ce niveau-là, au niveau des techniques qui sont utilisées pour l'enregistrement des données dans le FNAG, on perd en pouvoir d'identification. Et, pardon. Ensuite sont enregistrés également les profils génétiques des cadavres découverts et qui sont non identifiés, afin de pouvoir encore une fois mettre une identité sur ces personnes. Et depuis peu peuvent être également enregistrés les profils génétiques de victimes de crimes sériels, afin de pouvoir rapprocher, si le profil génétique de ces victimes est retrouvé sur une scène, de pouvoir associer cette victime à la scène. Donc ça, c'est à quoi sert le FNAG. Le FNAG, il utilise une technique pour pouvoir enregistrer les profils génétiques. En tout cas, les profils génétiques qui sont enregistrés à l'intérieur sont basés sur la technique des STR, des Short Tandem Repeat. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais en fait, ce qu'on va regarder, ce sont des répétitions de nucléotides. Et ces répétitions de nucléotides, le législateur a fait en sorte que les séquences qui sont analysées sont sur des séquences non codantes de l'ADN. Donc cela veut dire que l'on n'a aucune information sur la couleur de la peau, la couleur des yeux, l'état de santé, la prédiction à des maladies, l'origine ethnogéographique, tout ça on ne l'a pas. La seule information que l'on va avoir, qui est dite codante, même si en soi on n'est pas non plus sur une zone codante, c'est le sexe génétique, à savoir si on est face à un individu qui est XX, une femme, ou XY, un homme, d'un point de vue génétique. Donc ça, le FNAG, c'est ce qu'il enregistre. Ensuite, comment il fonctionne? Le but, c'est de pouvoir faire des matchs directs entre une trace. Alors, je ne sais pas si ça va marcher du coup. Il y a la souris ou pas? Ouais, on la voit? Si je fais... Ouais, mais alors, couleur du pointeur... Parce que moi, non, c'était justement pour avoir le pointeur pour expliquer... Ah, le pointeur, pardon. Alors, attendez, je retrouve ma souris. Elle est où la souris? Voilà. Voilà. C'est beaucoup plus pratique. Donc le FNAG, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Vous avez une trace de question, donc là, votre petite ADN. Ce qu'il va chercher initialement, c'est un match direct de la personne, ou plutôt de la trace vers la personne. Donc, si vous avez une trace qui est trouvée sur une scène d'infraction, que vous déterminez le profil génétique, vous l'enregistrez au niveau du fichier, cette trace, on va voir s'il y a un lien un lien direct, un match direct avec une personne enregistrée. En 2010, tout le monde en a entendu parler, l'affaire Kulik, Élodie Kulik, le viol et le meurtre d'une jeune banquière sur le bord de la route. Une trace moulinée au FNAG depuis l'affaire en 2002, sans aucune correspondance avec un individu. L'idée d'un officier de la gendarmerie qui avait travaillé au service central de préservation des prélèvements biologiques, un service qui est le pendant physique du FNAG pour la conservation physique des scellés sur lesquels ont été obtenus un profil génétique trace et qui n'a pas de correspondance avec un individu au FNAG. L'idée a été de se dire, eh bien, le profil génétique d'un individu, il provient de son papa et de sa maman, d'un point de vue biologique. C'est-à-dire que vous avez dans votre patrimoine génétique des paires de chromosomes. Votre père vous a donné une partie de la paire de son patrimoine génétique et la mère a donné l'autre partie. Ce qui fait que l'individu partage la moitié de son patrimoine génétique de son père et la moitié du patrimoine génétique de sa mère. Dans le FNAG, l'officier s'est dit pourquoi pas faire ce qu'on appelle maintenant une recherche en parentalité. C'est-à-dire qu'on va regarder si on a un individu qui partage la moitié du profil génétique trace qui se trouve dans le fichier pour lequel il n'y a aucune correspondance dans le FNAG. Et si je trouve un individu qui partage 50%, alors il va être d'intérêt pour pouvoir faire des investigations dessus et voir s'il peut être relié à mon affaire. Cette recherche en parentalité, et c'est ce qui est en vert ici, FNAG, elle va donc s'intéresser aux parents et aux enfants potentiels de la personne inconnue qui a sa trace qui mouline dans le fichier. Donc ça, c'est ce qui se fait depuis 2010, c'est encadré par la loi, c'est prévu, c'est légal. Et on travaille toujours sur ces mêmes séquences no codantes de l'ADN, qui n'apporte aucune information sur la santé, l'origine ethnique, la couleur de la peau, la couleur des yeux, et ainsi de suite.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la loi, enfin pas la loi, un arrêté de la Cour de cassation autorise de faire des recherches sur ce qu'on appelle le portrait robot génétique, qui donne des informations sur la couleur des yeux, la couleur de la peau, la couleur des cheveux, l'origine ethnogéographique. Mais ceci est clairement encadré dans le fait où il faut que tous les recours pour pouvoir identifier cette trace, c'est-à-dire le match direct, la recherche en parentalité, et en plus que l'on soit dans une affaire particulièrement grave criminelle, autorise à ce que l'on puisse utiliser cette technique pour l'identification uniquement d'un auteur. On est toujours sur l'idée d'identifier un auteur. Et donc maintenant que vous savez ce que fait la base de données FNAEG pour faire la recherche en parentèle, je vais laisser la parole à ma camarade le capitaine Bougerie, qui est notre spécialiste sur la généalogie génétique et qui a mis en place la technique, alors je parle que de la technique, bien entendu, au niveau de notre laboratoire. Bonjour à tous. Donc, comme l'a expliqué le colonel, le FNAEG et la recherche en parentèle nous permettent uniquement de remonter aux parents ou aux enfants de la trace en question. Une affaire dont vous avez sûrement entendu parler en 2018 aux États-Unis, l'affaire du Golden State Killer, donc un prédateur sexuel qui a été interpellé plusieurs décennies après les faits, grâce à l'utilisation de la FGG, donc la Forensic Genetic Genealogy. Donc c'est une toute autre technique qui n'est pas du tout en lien avec le FNAEG dans le sens où ce n'est pas la même base de données et ce n'est pas les mêmes analyses du point de vue technique. On ne fait pas du tout la même chose. La FGG donc nous permet de recréer des liens entre les individus jusqu'au 5e degré. Donc là où le FNAEG se cantonne uniquement aux parents et aux enfants, la FGG nous permettrait de remonter jusqu'à des cousins éloignés de la trace en question. Cette généalogie génétique repose sur l'utilisation de bases de données généalogiques qui sont hébergées, comme on le disait, aux États-Unis. Donc ce sont des bases de données alimentées grâce au kit récréatif. Demain, vous voulez savoir vos origines biogéographiques, vous faites appel à ces compagnies, vous réalisez un petit test chez vous, vous envoyez de la salive, et on vous dit si vous êtes à 45% français, allemand, australien ou américain. Une fois que vous avez ces données-là, vous pouvez décider de les enregistrer dans une autre base de données afin d'établir des liens avec des individus dans le monde. Initialement, c'est uniquement pour de la généalogie. Le concept de la généalogie dans la visée criminalistique, c'est d'utiliser ces bases de données-là, qui sont alimentées par 2 millions de personnes. Donc il y a 2 bases utilisées qui contiennent chacune 2 millions d'individus qui ont réalisé ces tests, dans chacune 2% de Français. Et donc d'utiliser ces bases de données-là afin d'établir des liens avec des traces pour lesquelles le FNAEG n'aura pas permis d'établir de match. C'est comme pour le FNAEG, dans le cas de crimes très graves, ce n'est jamais utilisé dans le cas d'affaires délictuelles. Donc c'est le concept un peu de base de la généalogie génétique. N'hésitez pas à poser des questions, c'est un concept qui est assez nouveau si vous avez des interrogations. Donc la généalogie génétique repose sur l'identification contrairement au STR, de SNP. Bon, c'est des caractéristiques, c'est des points sur l'ADN qui diffèrent d'un individu à l'autre. Afin d'établir un lien de parenté entre les individus, on mesure une distance en centimorganes. Ce n'est pas des centimètres, mais afin de vulgariser, on va pouvoir dire que c'est comme une distance partagée entre plusieurs individus. Donc plus vous partagez de distance avec un individu, plus vous êtes lié à cette personne. Plus le nombre est grand, plus vous êtes proche de cette personne. Plus vous partagez de centimorganes, plus vous êtes un parent ou un frère jumeau ou un enfant. Moins cette distance est grande, plus vous êtes éloigné de la trace en question. Donc, en fonction de cette distance génétique qui est partagée, on estime un lien et un degré de parenté. Nous, on peut remonter jusqu'au 5e degré. Donc 5e degré, ce n'est pas uniquement remonter jusqu'à 5 arrière-grands-parents ou 5 petits-enfants. C'est aussi dans le sens horizontal, on va dire, jusqu'aux cousins éloignés, les collatéraux. Comme je l'ai dit, donc plus le nombre de centimorganes est élevé, plus les relations sont proches. Ici, c'est un tableau qui est alimenté grâce aux recherches justement génétiques. Et lorsque des liens établis sont connus, demain je fais un test avec ma sœur, le test établit que nous avons, je ne sais plus quelles sont, je ne vois pas très bien les distances pour les frères et sœurs, mais bon,
imaginons j'ai 2000 centimorganes partagés avec ma sœur, c'est prouvé que cette personne est ma sœur. Je vais sur ce site, DNA Painter, et je dis que nous partagions 2500 et qu'elle est ma sœur. Et donc c'est comme ça que cet arbre généalogique a été créé. Ce sont des vraies relations d'individus ayant réalisé des tests génétiques. Et nous, on base nos analyses sur l'utilisation de ces centimorganes et de ce tableau afin d'établir des liens. Et après, il y a toute une recherche en généalogie. Nous, au sein de l'Institut, on se base uniquement sur la partie technique, c'est-à-dire la partie laboratoire. Sur la partie technique, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le kit que l'on a validé au niveau du laboratoire respecte les critères de la loi, c'est-à-dire que l'ensemble des marqueurs qui sont analysés sont soit sur des séquences non codantes, donc on reste toujours dans le cadre du respect de la vie privée et de ne pas avoir d'informations sur la personne en elle-même, sur ses caractéristiques, et seulement certains marqueurs qui sont codants et permettent d'obtenir des informations sur la couleur des yeux, la couleur de la peau et ainsi de suite, mais qui sont autorisés, encore une fois, par cet arrêté de la Cour de cassation. Donc, nous sommes, avec le kit que nous utilisons qui analyse 10 230 marqueurs, dans le cadre du respect de la législation française. Donc, la partie technique respecte parfaitement ce qui est autorisé. Et donc, oui, pour compléter aussi sur ce kit, les 10 230, c'est qu'on peut considérer comme très peu en termes de marqueurs, car lorsque vous faites un test de généalogie génétique, c'est l'ensemble de votre patrimoine génétique qui est analysé, donc 600 000. Là où nous, on est uniquement sur 10 230. C'est pour ça que j'indiquais qu'avec notre kit, nous pouvons aller uniquement jusqu'au 5e degré de manière fiable. Lorsque l'analyse porte sur l'ensemble du patrimoine génétique, on pourrait remonter à des 9 ou 10e degrés, ce qui se fait aux États-Unis. Donc oui, en France, vous avez peut-être entendu parler de 2 affaires qui ont été résolues grâce à la généalogie génétique récemment. La première avec l'affaire du prédateur des bois. Donc dans ces 2 cas, ce sont des affaires de la police nationale. Dans ces 2 cas, l'analyse n'a pas été faite en France. Les policiers ont envoyé le prélèvement aux États-Unis, ce qui est autorisé. Un magistrat peut demander une coopération internationale et donc requérir un État dans lequel la pratique est autorisée afin de pratiquer l'analyse génétique. Nous, ce qu'on a fait au sein de la Gendarmerie nationale, c'est donc le fameux kit qui utilise uniquement 10 230 marqueurs que nous avons prouvé et nous sommes en mesure de l'utiliser. Pardon, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Et que du coup, oui, ces 2 affaires françaises ont été traité par les États-Unis. La partie scientifique a été faite aux États-Unis, contrairement et non en France, pardon. Donc le premier cas résolu à l'étranger avec un cadre légal établi et autorisé, c'est aux États-Unis, la fameuse affaire du prédateur des bois. Dans les autres pays anglo-saxons, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de cadre légal strict. Par contre, chaque pays s'intéresse à la généalogie génétique et elle a déjà été utilisée dans le cadre de restes humains non identifiés. Alors, juste petit aparté, pour rebondir sur ce que vient de dire le capitaine, on parle là de restes humains non identifiés, donc potentiellement à des victimes. Donc la proposition de loi qui est en cours de discussion ne s'intéresse encore une fois qu'aux auteurs, ce qui est quand même pose question parce que les victimes sont tout aussi importantes que les auteurs et que l'identification d'une victime peut faire rebondir aussi une affaire judiciaire puisque dès lors qu'on a identifié la personne, on peut recommencer des investigations, relancer des investigations. Donc beaucoup de pays anglo-saxons, ou même les pays d'autres pays d'ailleurs, ne se focalisent pas que sur l'auteur, mais vraiment s'intéressent aux victimes. Et il y a des programmes internationaux qui s'appellent les John Doe Project, qui s'intéressent uniquement à identifier des personnes retrouvées non identifiées et à pouvoir mettre un nom sur cette personne pour pouvoir lui rendre son identité. La même chose est faite, non pas dans le cadre de la FIG, mais via Interpol, je pense que vous en avez vu des reportages sur le programme Identify Me, où en fait on essaie aussi d'identifier, en passant au-delà des frontières des pays, des personnes qui sont retrouvées dans un pays alors qu'elles sont potentiellement disparues dans un autre pays. Et donc du coup, les personnes ne sont pas forcément retrouvées décédées dans leur pays de résidence initiale. Juste, excusez-moi.
Vous avez parlé d'une proposition de loi. Je ne sais pas si tout le monde est vraiment au clair sur cette proposition de loi, si vous voulez en dire 2 mots, ou alors après peut-être, mais c'est juste pour qu'on puisse toutes et tous se repérer. Peut-être que c'est... Alors, une proposition de loi. Parce que fin d'année dernière, le garde des Sceaux, M. Darmanin, a clairement dit qu'il souhaitait que la France puisse légalement utiliser des bases de données récréatives à des fins, des bases de données récréatives légalement détenues dans des pays tiers, pour pouvoir les interroger dans le cadre d'affaires judiciaires, pour pouvoir avancer dans notamment ce qu'on dira des cold cases. Donc, cela fait débat, puisque effectivement, on est face à des bases de données qui, les Français n'ont pas le droit d'envoyer leurs données à l'intérieur. Comme l'a dit le capitaine, sur les 2 millions de personnes qui sont enregistrées dans certaines bases de données, 2 à 4%, 2% sont d'origine française. Donc, du coup, de se dire qu'on va être en mesure d'interroger des bases pour lesquels les Français sont potentiellement illégalement enregistrés à l'intérieur, en tout cas illégalement fait leur kit et envoyé leurs résultats, bon, ça peut poser question. Mais en tout état de cause, ces bases de données, elles sont légales dans les pays tiers. Et donc, c'est exactement la même chose que ce que l'on fait dans le cadre de la coopération internationale. C'est dans le cadre de la coopération internationale, on demande à une force de police qui est en mesure de pouvoir le faire. Alors, c'est le magistrat, hein, c'est pas la gendarmerie, je tiens tout de suite à remettre les choses au clair. Le magistrat demande à ce qu'il y ait une coopération internationale et que la force de police au niveau international fasse la recherche elle-même. C'est le cas donc des 2 dossiers dont a parlé le capitaine. Là, ce que souhaite soumettre le garde des Sceaux en proposition de loi, c'est que le magistrat puisse directement faire l'interrogation de ces bases de données sans passer par la coopération internationale, ce qui permet de gagner un temps certain dans le cadre du traitement des affaires judiciaires. Voilà, ça résume, mais au moins comme ça, vous avez le fin mot de l'histoire. Et initialement, avec ces fameux kits, on pouvait les recevoir en France. On pouvait faire procéder aux kits en France. Maintenant, certaines compagnies interdisent l'envoi sur l'État français. Donc, s'il y a des Français, c'est qui habitent à l'étranger. Un Français demain qui habite à New York, il peut tout à fait faire le test qui est légal dans le pays dans lequel il habite. C'est pour ça qu'il y a 2% de Français. Et ce qui veut dire donc que les Français qui sont enregistrés dans ces bases de données n'ont peut-être pas enfreint la loi en commandant le test et en le faisant en France. Oui, donc après, au niveau européen, la Suède a eu un projet pilote en 2023 et en 2025, la loi est entrée en vigueur. Ils utilisent la généalogie génétique pour leurs affaires cold case et donc leurs affaires judiciaires. C'est encore en pourparlers en Norvège, Pays-Bas et Estonie. C'est vraiment un projet qui est porteur et une innovation génétique. Et on peut voir que ce soit au niveau anglophone ou au niveau européen, plusieurs États s'intéressent à cette nouvelle technique ADN et cette nouvelle technique qui pourrait aider les victimes et les auteurs. En France, il y a les fameuses 2 affaires qui ont été résolues. Encore une fois, l'analyse a été faite à l'étranger. Ce n'est pas un laboratoire français qui a procédé à l'extraction du profil génétique. Voilà, on en a fini sur la partie purement technique et à quoi ça peut servir, ce que l'on peut faire avec. 2 points particuliers quand même que je souhaite porter à votre attention. Le point particulier d'une part de la partie, encore une fois, purement technique. Nous, en tant que laboratoire, on ne fait que le profil génétique. C'est-à-dire qu'une fois que cette partie, on va dire, purement scientifique est réalisée, la base de données est alimentée et nous, notre travail s'arrête ici. Derrière, il y a tout un travail d'investigation qui doit être fait, un travail d'enquêteur, parce que vous imaginez bien que si, dans le cadre d'un rapprochement, d'un lien qui est fait entre une personne qui se trouverait être le cousin du cousin du cousin du cousin du cousin, eh bien, il va falloir être en mesure de pouvoir, par des investigations, être en mesure donc de relier ce cousin à la trace de question, à l'individu qui nous intéresse. Et quand on est aussi éloigné dans des liens de parenté, il y a tout un champ d'investigation à vérifier, qu'on se trompe bien sur la bonne personne et pas sur une personne complètement à côté du sujet. Donc c'est là où il y a un travail d'investigation. C'est pour ça que le terme anglais, c'est forensic investigation. Et donc il y a bien le terme investigation. Et après, nous, on revient derrière en seconde couche, puisque dès lors qu'il y a un individu suspect qui est identifié, il va être nécessaire de comparer son profil génétique
on va dire, classiques que l'on obtiendra par un prélèvement buccal avec les techniques qui sont utilisées pour l'alimentation du FNAEG pour confirmer que c'est bien la personne qui a la trace qui mouline au sein du fichier. Donc c'est un jeu de ping-pong, entre le laboratoire, les investigations, le laboratoire et encore les investigations derrière, puisque s'il y a match derrière, on continue bien entendu l'enquête. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la technique de la FIG, elle ne pourra bien entendu pas être mise en œuvre dans toutes les affaires. Donc déjà, bien entendu, les affaires criminelles, c'est un premier point, mais aussi, contrairement à la recherche en parentèle qui se fait dans le FNAEG, où c'est une trace qui est déjà enregistrée et qui est comparée par rapport à des individus qui sont enregistrés à l'intérieur de cette base de données, comme l'a dit le capitaine, la FIG, elle utilise une technique qui est différente. Donc ça veut dire qu'il faut retravailler sur le prélèvement biologique initial de la trace pour pouvoir obtenir un profil génétique qui soit compatible avec ces bases de données. Donc ça veut dire qu'il faut encore avoir le scellé, du matériel biologique sur ce scellé, que ce matériel biologique soit de bonne qualité et que l'on puisse ensuite avoir un résultat qui soit compatible avec la base de données à partir de ce matériel. Ce qui veut dire que, quand je dis que toutes les affaires ne pourront pas être compatibles avec ce type de recherche, c'est que peut-être que l'affaire sera bien criminelle, peut-être que ça sera très très grave, que ce sera un cold case, mais qu'il n'y aura plus rien pour pouvoir travailler et pouvoir faire ces recherches. Donc aussi, au-delà de l'effet d'annonce, c'est que, d'un point de vue éthique aussi, pour les victimes, de se dire que des victimes, des familles, pourront voir un grand espoir dans cette technologie, mais qu'elle ne pourra pas être appliquée parce qu'en fait, il n'y aura plus rien pour pouvoir le faire. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et pareil, dans l'alimentation de la fameuse base de données, quand vous renseignez votre profil, vous pouvez décider de donner votre vraie identité ou de renseigner le profil sous le nom de Martin Dupont, alors que je m'appelle Marine Bougerie. Et là, après, pour le travail de généalogiste est vraiment compliqué. Pareil, l'adresse mail qui est liée au profil génétique, vous pouvez mettre une fausse adresse mail. Donc tout est... Il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération dans l'utilisation de cette nouvelle technique. Merci infiniment, colonel, capitaine. Vous aviez aussi évoqué le fait qu'il fallait le consentement préalable aussi. Dans ces fameuses bases de données, en effet, donc 2 bases de données aux États-Unis, lorsque vous renseignez votre profil, vous pouvez décider d'autoriser les forces de l'ordre ou non à avoir accès à vos résultats. Donc, vous cochez la case « Je ne veux pas que mon profil soit partagé » et vous faites uniquement de la généalogie pour retrouver vos cousins. Vous cochez la case « Je veux que mon profil soit partagé avec les forces de l'ordre » et là, nous, on a accès à ce profil et il peut donc matcher avec une trace qui a été retrouvée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, donc là, on va passer un petit peu au temps de questions-réponses. Donc là, c'est vraiment un des usages qui peut être fait de ces données-là récoltées à l'usage des tests. C'est un point un peu plus particulier qu'on n'a pas vraiment évoqué, mais je pense que c'est important que vous ayez en tête toutes ces implications, tous ces enjeux. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est de passer à un temps de questions-réponses assez libre. Voilà, on va essayer de varier un petit peu les prises de parole, mais vous pouvez poser des questions sur tous les sujets qui ont été abordés, des points de compréhension ou même des points sur lesquels vous voulez exprimer quelque chose. C'est votre moment. Tout à fait. J'en ai une, après je me tais. Les pays qui l'ont fait, là, sur un projet pilote, ils l'ont fait aussi à partir des bases de données américaines ou israéliennes. Ils n'ont pas de labo chez eux, en fait. Il y a plusieurs kits. Il y a plusieurs compagnies qui vendent des kits. Et une fois que vous avez les résultats de ces kits, vous pouvez rentrer ces résultats dans des bases de données. Donc, il y a des kits qui sont hébergés en Israël. En effet, MyHeritage, je crois, qui est en Israël. Mais les compagnies qui vendent les kits sont à l'étranger et les 2 bases de données sont aux États-Unis. Et c'est uniquement ces 2 bases de données-là qui sont utilisées à chaque fois dans le cadre des affaires, que ce soit Oui. C'est uniquement ces 2 bases de données. Parce qu'il y a l'option je consens à partager mon ADN avec les forces de l'ordre. Juste 2 petites précisions. Il y a une autre proposition de loi qui vous sera présentée, je pense, par la députée cet après-midi. Ce n'est pas celle dont il a été question ici. C'est une proposition de loi plus générale sur l'accès aux tests récréatifs. Et puis, il y a un point qu'on n'a pas abordé, je pense, qui est celui
des tests pour déterminer quel est le sexe génétique de la personne dans le cadre des compétitions sportives. Et qui a donné lieu à quelques articles dans les médias quand des sportives françaises n'ont pas pu avoir à temps les résultats de ces tests qu'elles ont faits à l'étranger pour pouvoir être autorisées à participer à une compétition dans certains lieux où maintenant il est exigé un test pour prouver qu'elles sont bien des femmes. Sur un plan génétique. On peut dire ça comme ça. Voilà. Allez-y, posez toutes vos questions. C'est le moment sur les deux sujets, donc sur le cadre législatif, sur les données et sur l'usage dans les enquêtes judiciaires. Vas-y. J'en ai juste une du coup pour clarifier. En fait, la loi proposée par le garde des Sceaux, c'est très gentil, mais en fait c'est juste pour gagner du temps, parce qu'en fait vous êtes déjà capable depuis longtemps d'accéder en fait à ces bases de données pour des enquêtes. Non, on n'est pas directement. Je veux dire, vous sous-traitez le truc, mais vous êtes capable en fait, d'avoir des résultats. Il est possible. Le magistrat peut demander une coopération internationale. D'accord, ok. Mais nous, on n'a pas accès directement à ces bases de données. On fait la partie technique. Et encore une fois, on a anticipé les choses, étant donné que c'est une nouvelle technique scientifique et qui peut permettre de résoudre beaucoup d'enquêtes. L'IRCGN a décidé de valider cette méthode techniquement, laboratoirement parlant, avant le projet de loi, pour être en mesure, le jour où c'est publié, d'appliquer la technique. Et juste de ne pas réattendre un an et demi avant de procéder à la validation et pour que les familles aient des réponses au plus tôt. Ok, très bien, merci. Oui, peut-être, parce que lors de nos échanges préparatoires, qu'est-ce que ça changerait pour vous, au-delà du fait que vous gagneriez du temps? Ça vous permet aussi d'avoir quelque chose qui est acté et qui, en cas de changement de politique internationale et qui ne souhaite pas coopérer avec la France, vous auriez quand même la possibilité d'accéder à ces données-là? C'est principalement d'être en autonomie et de ne pas envoyer nos prélèvements à l'étranger et de réaliser la partie technique par un laboratoire tiers. Là, le scellé reste en France et l'analyse est réalisée uniquement dans un laboratoire français accrédité avec des normes bien strictes. Parce que, juste pour préciser, on parle de scellé, mais un scellé, ça peut avoir n'importe quelle forme. Un scellé, ça peut être un téléphone, ça peut être une voiture, ça peut être un extrait d'ADN congelé, ça peut être vraiment, je ne vais pas dire tout et n'importe quoi, mais si, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc quand on vous dit envoyer un scellé à l'étranger, il est clair que on ne va pas envoyer une voiture aux États-Unis pour qu'ils aillent faire le profil génétique qui se trouvait dessus. On va envoyer quelque chose qui est minimaliste, mais qui derrière aussi, il y a toutes des précautions à pouvoir envoyer le scellé en question, puisque comme on est sur de la matière biologique, il y a des conditions de conservation, des conditions de transport, ensuite des conditions de réception. Donc tout ça, encore une fois, si le texte de loi est validé, ça facilite aussi, alors gagner du temps oui, mais aussi faciliter techniquement la mise en œuvre de l'utilisation de la généalogie génétique. D'autres questions du coup Vas-y, tu avais la main avant. Oui, vous avez bien précisé qu'actuellement, les seules données disponibles sont stockées aux États-Unis. Que dans le cadre de la démarche de la gendarmerie nationale, vous prenez en compte l'obligation du consentement correspondant donc à la demande de finalité du RGPD. Si j'ai envoyé mes données aux États-Unis en cochant la case « j'accepte de partager avec les forces de police », là on est dans un cadre effectivement qui respecte la légalité française. Or, les données étant stockées aux États-Unis, du coup on sait aussi que l'État américain a la possibilité d'accéder, dans le cadre de la loi américaine, d'accéder à toutes les données de n'importe quelle entreprise présente sur son territoire, sans forcément respecter du coup le RGPD. Est-ce que un déblocage de tests qui du coup pourrait être stocké en Europe, ou en France plus particulièrement, ne serait quand même pas une meilleure garantie de protection de l'ensemble des citoyens qui souhaitent utiliser ces tests? Pour nous. Non, mais alors,
Il y a un double aspect. Le premier aspect, c'est, comme vous le dites à très juste titre, c'est stocké aux États-Unis. Les Américains font un peu tout ce qu'ils veulent sur leur territoire, puisque de toute façon c'est leur territoire, donc ce sont leurs lois. Mais en tout état de cause aussi, ça pose la question de l'indépendance ou l'autonomie plutôt de la France par rapport à l'utilisation de ces bases. C'est-à-dire qu'en plus, nous sommes face à des sociétés privées qui sont très gentilles et qui, dans un souci de faire du bien à la population mondiale, autorise les forces de l'ordre à pouvoir exploiter ces bases de données. Le jour où ces sociétés privées décident de couper le robinet, bon, ben là, on n'a plus rien. Le jour où cette société, comme 23andMe, disparaissent, où partent ces données? Déjà, on ne sait pas. Et puis, de toute façon, on n'y a plus accès. Donc, c'est encore pire. Effectivement, le fait de se dire d'avoir une base de données qui serait hébergée sur le sol européen est mieux en France, puisque la France est quand même beaucoup plus protectrice que l'Europe en règle générale quand même. Effectivement, c'est une très bonne idée, mais maintenant, l'encadrement de la base, comment on l'alimente, qui a le droit de le faire, et ainsi de suite, on revient toujours sur le même débat. Là, on est juste sur comment sont stockées les données, comment sont protégées les données, et qu'on n'utilise pas les données à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été autorisées à être enregistrées par le client, on va dire ça comme ça. Donc on est sur cette phase-là. Après, sur la phase de est-ce que j'ai le droit de faire un test récréatif? Alors, je sais que vous n'aimez pas ce terme-là, mais est-ce que j'ai le droit de faire un test qui ne soit pas un test médical dans un hôpital ou, bon là, du coup, j'ai pas le droit, mais je suis obligé, un test dans le cadre d'une enquête judiciaire, c'est autre chose. Mais effectivement, la conservation de la donnée, c'est toute une question. Et surtout, si elle est maîtrisée en France, derrière, on a moins de risques que ça soit... le risque zéro n'existe pas, bien entendu, mais on a moins de risques que ça soit détourné de sa finalité. Peut-être mettre en complément sur l'aspect, est-ce que ce serait une plus grande garantie si jamais les tests seraient donc autorisés en France et qu'il y aurait une gestion des données qui soit française? Alors, je ne sais pas par rapport à quoi on se place. Ça dépend de où on porte le regard. Soit on fait la théorie du fait accompli et on peut se dire, effectivement, une base de données qui est chez nous, elle sera mieux maîtrisée. Vraiment, là, je crois que ça dépend vraiment du regard qu'on veut porter sur la question. Et là-dessus, je pense que chacun va avoir vraiment sa liberté de conscience. Après, c'est un peu étonnant pour moi la manière dont les choses se positionnent, puisque en réalité, ici, les usages judiciaires, c'est un domaine dans lequel on va moins se positionner sur le consentement. C'est-à-dire que vous sentez le pouvoir de la société. C'est-à-dire que la société étrangère qui a ses bases, pardonnez-moi l'expression, se paye un peu le luxe de dire aux autorités judiciaires d'un État « Ouais, bah, j'ai pas le consentement, j'ai le consentement ». Enfin, vous voyez, c'est un truc qui est... c'est pas organisé comme ça en droit français. En droit français, les autorités judiciaires n'ont pas le droit, et je pense qu'ils vous l'ont bien expliqué, d'accéder à toutes les données dans toutes les conditions, etc., etc. Mais néanmoins, les données génétiques font partie, dans une certaine mesure, de l'arsenal judiciaire. Et toute la logique du consentement, c'est pas l'endroit où elle va vraiment s'appliquer. Là, on a vraiment des mesures de contrainte, puisqu'on est dans le domaine judiciaire avec des enjeux qui sont différents. D'autres questions peut-être sur le cadre un peu plus global, là, si on sort de l'usage judiciaire. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ce qui vous a été présenté? Quelqu'un qui n'a pas encore parlé? Oui. Alors, j'aime bien cette question parce que moi, je suis internationaliste de profession. Il y a quelque chose qui procède nécessairement de la manière un peu hégémonique dont toutes les lois fonctionnent aujourd'hui. Avant, on avait chacun sa loi, et puis dans des situations qu'on appelait des situations internationales, on avait des règles qu'on appelle des règles de conflit de droit, et on se demandait, dans une situation qui avait des points de rattachement avec différents États, quelle loi avait vocation à s'appliquer en fonction de critères. Tout ça fonctionnait bien. Et puis, l'Europe n'est pas étrangère à ça non plus. Vous l'avez vu, la RGPD a une vocation à s'appliquer au-delà des frontières de son territoire, qui n'a pas plu d'ailleurs, notamment aux États-Unis, etc. Et donc forcément, on va arriver dans des situations, quand je vous disais tout à l'heure, le RGPD va s'appliquer au-delà quand il y a une offre de service qui est poussée vers l'Europe. De la même manière, ça ne veut pas dire que la loi locale de l'offreur ne va pas s'appliquer. Donc l'offreur, il va vous dire,
il peut très bien s'appliquer à la même situation puisque ça reste son activité à lui sur son territoire. Donc oui, il va pouvoir vous dire, moi je suis en conformité avec ma loi, je ne veux pas appliquer votre loi, etc. C'est de la concurrence législative qui est mal ajustée. C'est-à-dire que quand chacun essaye de déborder un peu, on a un peu du mal à faire fonctionner les choses. Donc on peut se retrouver dans des situations de millefeuilles législatifs où votre offreur, alors c'est pas la victime du système, mais néanmoins il va devoir se conformer avec plein de réglementations en millefeuilles pour être sûr d'avoir un minimum de risque juridique. D'autres questions? Peut-être une question d'une voix féminine. J'essaie de dire ça comme ça, pour alterner un petit peu les prises de parole. Là, vous aviez quand même pas mal de questions la session dernière sur le stockage, la gestion des données, etc. Est-ce que tout ça, ça vous paraît plus clair? Est-ce qu'il y a d'autres points qui sont encore un peu flous pour vous? Tout est vraiment très clair. Bon, alors vas-y Camille. J'avais juste une question pour vous, parce que vous avez mentionné un truc qu'on n'a pas du tout évoqué, nous, effectivement, sur notre première partie de réflexion. Là, actuellement, il y a effectivement, dans le cas d'un test récréatif que j'enverrai à l'étranger, il n'y a absolument rien qui m'empêche de prendre un cheveu de ma voisine, de l'envoyer et d'avoir son profil génétique, en fait. On n'y a pas du tout pensé, ça, sur la partie... Et c'est même pas que ça vous empêche, c'est que faites un petit tour par curiosité sur Internet. On vous dit, c'est une catégorie de tests, les tests d'infidélité. C'est vrai, quand je vous dis ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est vraiment... Si je puis me permettre, pour l'affaire du Golden State Killer, c'est pas comment dire le suspect qui a envoyé son profil dans la base de données. C'est l'enquêteur qui a appris ce qu'il pensait être judicieux et puis a envoyé en mettant une identité qui n'était pas la bonne. C'est tout le problème de ces bases de données récréatives, c'est que la fiabilité de l'information qui est associée au profil génétique, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Je m'appelle Jacques Chirac. Bon, j'ai envoyé mon test et c'est Jacques Chirac qui mouline dans les bases de données récréatives. Alors ça peut être un homonyme, hein, d'accord, mais on peut se mettre l'identité que l'on veut. Comme vous le dites justement, je récupère de la salive du capitaine pour le mettre dans le tube. À son insu, je l'envoie dans la base de données et hop, il y a un résultat qui mouline. Et je mets l'identité que je veux. Donc c'est toute la problématique, encore une fois, de la fiabilité des données. La base de données judiciaire, déjà, au FNAEG, elle est déjà un peu plus fiabilisée du fait qu'on demande beaucoup d'informations pour pouvoir intégrer et associer le profil génétique à une identité que nous n'avons pas au laboratoire. Nous, on a un prélèvement, un code barre et on envoie le résultat. Voilà. Et après, c'est le FNAEG qui, lui, fait le rapprochement entre les informations état civil et le résultat. Et c'est là aussi où, en France, on bénéficie d'un système qui est quand même très bien fait, c'est que l'état civil est très bien alimenté, suivi, fiabilisé, et que donc les données qui sont à l'intérieur sont quand même comment dirais-je, fiables, pour que si on a un résultat dans la base de données, après la recherche d'investigation, l'investigation qui sera faite sera fiable. Mais après, encore une fois, tout dépend du point de départ que l'on a. Peut-être un tout petit point de terminologie, peut-être mettre sur la distinction entre légaliser ou dépénaliser, peut-être, puisque ça va être des questions peut-être qui vont vous occuper dans vos débats. Alors, c'est un peu les deux grands ensembles qu'on a vus tout à l'heure. Il y a la loi telle qu'elle existe, qui autorise des usages, qui prévoit un cadre. Et puis, il y a le deuxième volet, qui est le volet qui procède de la loi pénale, où on vient sanctionner les infractions à ce cadre. Je peux très bien considérer que le cadre est celui-ci, que, par exemple, j'ai des sanctions aussi administratives pour les professionnels, pour les agréments, les autorisations, etc., les conditions dans lesquelles les tests sont réalisés, suspension, retrait d'agrément, etc. Mais je vais enlever le volet pénal.
Et donc, ça veut dire que si je ne respecte pas ce cadre, je peux engager ma responsabilité civile, je peux avoir, par exemple, un ordre professionnel qui va saisir le juge des référés en disant ce que vous faites n'est pas licite, donc il faut suspendre votre site. Enfin, vous voyez, je vous donne un certain nombre d'hypothèses. Mais en revanche, j'ai personne, aucun procureur de la République et aucune victime qui va pouvoir aller voir le juge pénal en lui disant, je grossis le trait, mais comme ça, vous aurez les images, je veux que vous alliez en prison ou que vous payiez une amende. Ça, c'est une autre dimension qu'on vient enlever. On ne vient pas enlever le cadre, mais on vient enlever une dimension répressive au cadre. D'accord. Comment ça se justifie en fait ces décisions-là, plutôt de légaliser ou de dépénaliser? C'est quoi l'intention derrière en fait c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Au cours de l'avant-dernière révision, on s'est dit, finalement, on n'arrive pas à attraper cette chose qui nous échappe et on n'arrive pas à avoir à imposer le cadre. Et donc, ce qui est vraiment très sur le territoire français, c'est celui qui va solliciter le test. Bon, qu'à cela ne tienne, je vais pénaliser ce comportement-là. On peut se dire, est-ce que ça a du sens de pénaliser cette personne-là pour cette sollicitation dans le contexte émotionnel, affectif, personnel, un ensemble de choses qui l'habitent à ce moment-là et qui, par ailleurs, est l'objet de la protection. Tout le cadre est fait pour protéger les individus. Venir les pénaliser dans une démarche qui n'est finalement pas vraiment la leur, mais celle de ceux qui offrent ces services, cette interrogation-là peut faire, par exemple, on n'est pas obligé de tout dépénaliser, on peut aussi se dire, voilà, peut-être qu'à cet endroit-là, la loi pénale n'a pas vraiment le sens qu'on voudrait lui donner, et donc on ne pénalise pas ce comportement-là. Merci beaucoup, maître. On a encore une dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions là? Essayez de vous projeter dans le travail que vous allez faire. Vous allez devoir travailler sur 2 scénarios, une légalisation ou un maintien de l'interdiction. Est-ce que ça vous paraît clair, là, le cadre en place? Et qu'est-ce que vous avez des questions? Vas-y. Alors ça va plus être une question sur ce qui peut arriver, mais est-ce que ça a été discuté, le fait par exemple de demander la carte d'identité pour pouvoir faire un test, pour justement bien relier à la bonne personne les tests génétiques? C'est dans le contexte général ou dans le contexte vraiment judiciaire? Peut-être qu'on va... alors moi j'aurais tendance à vous dire que pour répondre à l'objectif, si on parle de ces sociétés qui vous proposent des tests, cette donnée-là n'est pas nécessaire. C'est une donnée particulièrement sensible, votre carte d'identité. Je ne pense pas qu'elle soit nécessaire pour répondre à la demande qui est la vôtre. Après tout, vous voulez avoir un certain nombre d'informations vous concernant. Je ne sais pas s'ils sont obligés de vérifier cette identité pour répondre à votre demande. C'est une vraie question de nécessité de l'information sur des données auxquelles on fait très attention. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de décisions, beaucoup de discussions législatives sur comment on vérifie l'identité, par exemple, de tous les sites réservés aux majeurs, etc. C'est pas si simple que ça. Ça va dépendre de son objectif, je pense. C'est là où... Après, pour votre question, de demander à la personne si c'est bien la bonne personne qui correspond au rapprochement qui a été fait, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez avoir la recherche en généalogie génétique qui va être réalisée, puis une personne vers qui une personne vers qui les faisceaux vont s'orienter. C'est-à-dire que votre trace a permis de raccrocher une personne très lointaine, travail d'investigation qui arrive sur une personne Y. Cette personne Y, à ce moment-là, les forces de l'ordre seront dans le cadre de l'alimentation classique du FNEG, pour lesquelles il existe des raisons plausibles de penser que cette personne soit à l'origine de la trace qui a été retrouvée sur la scène d'infraction, et donc on rentre dans le cadre judiciaire où on n'a pas à demander la pièce d'identité de la personne, on va convoquer la personne, garde à vue, prélèvement, envoi du prélèvement au laboratoire, comparaison à la base de données du profil génétique de l'individu avec le profil trace qui mouline au FNEG. Ça veut dire que du coup, il y a toujours une confirmation finale de s'assurer qu'on est bien face à la bonne personne. On ne va pas prendre le premier kidam dans la rue et lui dire c'est vous qui avez été sur la scène. Donc c'est là en fait où on n'a pas besoin de la carte d'identité. On va dire que c'est la carte d'identité génétique qui va faire cette identification.
Après, la personne, elle pourra utiliser un pseudo, elle pourra déclarer ce qu'elle veut devant les forces de l'ordre. Mais en tout cas, s'il y a un match au fichier, ça veut dire que c'est bien sa trace qui a été... On parle en probabilité, nous, hein. Donc il est beaucoup plus probable que ce soit cet individu qui était à l'origine de la trace plutôt qu'un autre pris au hasard dans la population. J'ai une question un peu technique. Je profite. Merci beaucoup. Hein, c'est vraiment éclairant, même pour moi qui prescrit des tests génétiques tous les jours, mais dans un cadre médical. J'ai une question qui m'échappe là du coup. Excusez-moi, ça va me revenir. Oui, si, ça y est. En fait, actuellement, on est en train de réfléchir à un nouveau plan France Médecine Génomique, là. Donc avec déjà 5 ans de recul où on prescrit dans le cadre du soin des tests médicaux de génome entier. Et donc, c'est pour l'instant stocké au niveau des 2 plateformes nationales, donc à Paris, Sequoia, et à Lyon pour Oragen. Et là, c'est en train de se faire, ça a mis beaucoup de temps, mais à aller vers un collecteur d'analyse de données commun à tous les projets du plan France Médecine Génomique. Donc là, on va disposer quand même d'une énorme base de données française, de données médicales, certes, puisque l'ADN qui est stocké, c'est des patients, c'est des gens malades, ou leurs apparentés proches. Hein. Le plus souvent, c'est les parents, hein, parce qu'on fait beaucoup d'études en trio. Donc là, il y a un potentiel énorme, finalement, de base de données françaises. Alors, je ne sais pas s'il y a des réflexions là-dessus pour peut-être un jour se servir de cette base de données énorme. Enfin, c'est un peu sensible aussi. Alors, c'est un sujet très sensible, et là c'est plus Madame Henry qui pourrait répondre là-dessus, mais on parlait de consentement. Cette base de données elle a été créée avec des visées médicales. Donc, ça serait de se dire, est-ce qu'on autorise, en tout cas les personnes qui ont consenti au test, dans le domaine médical, tout est très bien cadré avec des formulaires de consentement qui sont très clairs. Il y a un accompagnement du personnel médical pour expliquer le texte, parce que quand vous êtes déjà à l'hôpital, c'est pas forcément que vous êtes content d'y être. Mais en plus, du coup, si vous vous retrouvez avec des formulaires qui sont quand même très bien faits, hein, qui sont très clairs, très synthétiques, mais c'est bien d'avoir un accompagnement pour comprendre pourquoi c'est utilisé, pourquoi on vous demande ce consentement. Et donc, du coup, ça serait dévoyer le consentement initial de la personne. Donc ça voudrait dire recontacter toutes ces personnes pour leur demander si elles acceptent ou non que les données pour lesquelles ils ont consenti à faire les tests soient utilisées à d'autres fins que celles auxquelles ils ont consenti. On en revient au test récréatif où on disait que c'était un peu un consentement, un deuxième consentement. Je coche la case oui, mais a posteriori. Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi pour les tests récréatifs, c'est que quelqu'un qui fait le test récréatif et qui a envoyé ces données, il peut initialement dire je ne souhaite pas, il coche pas la case, je participe pour les forces de l'ordre, et puis quelques années plus tard se dire si finalement je vais le faire, et clac, il n'a plus qu'à cocher la case. Donc c'est quelque chose qui aussi qui ne se fait pas au moment du test, ça peut se faire bien des années plus tard. Donc oui, c'est une base de données qui est très riche. Oui, c'est une base de données qui est très intéressante d'un point de vue purement généalogie, parce qu'on on a une population qui est générale, qui englobe tout le territoire français. Donc ça veut dire qu'on a vraiment un brassage au niveau génétique qui est très intéressant pour pouvoir justement faire plus des départements d'outre-mer. Hein, plus des départements d'outre-mer. Donc on a vraiment quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue maillage généalogique. Mais encore une fois, c'est le consentement initial qui n'est pas là. Donc, du coup, c'est intéressant, mais on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas, mais c'est peut-être qu'à l'avenir, ce sera des réflexions. Ce sont des réflexions, mais effectivement, comme le départ n'a pas été fait, le top départ n'a pas été fait pour le cadre judiciaire, tout est à refaire. Il nous reste 5 minutes. Il y avait une question, Yann, et après on va... Je tenais à apporter ma voix féminine en tant que question.
À destination de vous, maître, si vous me permettez, et peut-être éventuellement colonel, est-ce que je peux revenir sur mon consentement initial? Alors, chez moi, oui, à tout moment, sans forme, totalement, partiellement, sans difficulté. C'est vrai sur le plan réglementaire et c'est vrai évidemment dès que vous donnez un consentement sur le traitement de données. J'allais dire, même quand on ne vous demande pas votre consentement, vous pouvez vous opposer. Quand il y a des réutilisations à des fins de recherche, vous pouvez vous lever un matin en vous disant non, moi je ne suis pas d'accord avec ça et manifester votre opposition. Ouais. Alors oui, vous pouvez toujours revenir sur votre consentement. Néanmoins, tout ce qui aura été fait avant votre refus de consentement, ça vous ne pourrez pas revenir en arrière. Ça aura été fait. Voilà. C'est le cas notamment aussi dans la recherche scientifique, où si vous avez des résultats qui ont été sortis suite à votre participation à un test et que quelques années plus tard, vous dites ben non, je ne veux plus, je retire mon consentement, mais les résultats qui ont été déjà publiés potentiellement dans des revues internationales, par exemple, ben, ils sont déjà, vous ne pourrez pas les faire retirer. Je me permets juste de préciser mon intention initiale dans la question, c'était pour avoir la certitude que ces données-là ne seraient pas détruites a posteriori. Là, c'est différent. On est entre le fait d'avoir donné ces données et le fait de la destruction des données. Ça, c'est, à mon sens, je pense que c'est deux choses différentes, en fait. Parce que votre donnée peut être stockée et vous dites vous ne voulez plus qu'elle soit exploitée, mais après, vous ne dites pas forcément que ces données doivent être détruites. Alors, c'est pas, pardon, j'ai pas été précise, donc je vais essayer d'être un peu plus précise dans ma réponse à la question. Sur vos tests, vous consentez pas, vous consentez plus, vous changez d'idée, vous changez à moitié d'idée. C'est un libre parcours vraiment qui vous est fait. Après, sur la conservation, la partie données, parce que n'oubliez pas que c'est un millefeuille, donc on superpose deux choses. Sur la partie données, c'est pas forcément le consentement qui va fonder le traitement. Voilà. Et donc, en matière médicale, c'est pas le consentement qui va fonder le traitement. Ça va être, vous allez avoir une obligation légale de conservation des données qui est prévue par les textes. Pour les labos de biologie médicale, 30 ans de conservation des comptes rendus. Et pour les établissements de soins, 20 ans. On prévoit quand même, et ça c'est intéressant de le préciser, que vos données génétiques ne sont pas versées dans le dossier médical partagé. Je ne sais pas si ça vous parle, mon espace santé, dit autrement. Parce que précisément, c'est des informations un peu particulières auxquelles très peu de gens peuvent avoir accès. Mais en revanche, dans vos dossiers, ils seront conservés pendant 20 ans dans les établissements, pendant 30 ans dans les laboratoires de biologie médicale. Et là, ce n'est pas une question de consentement qui fonde le traitement. Donc, vous n'aurez pas d'action sur cette conservation-là. Peut-être une ou deux dernières questions. On est sur les tests génétiques en accès libre. Et là, vraiment, j'aimerais vraiment que ce soit, s'il vous plaît, une femme qui prenne la parole, parce que sinon, c'est pas possible. On va pas passer à tout un... Vas-y. Nous avions abordé un point que je n'ai pas retrouvé dans le compte-rendu donc, de notre travail de la première session, par rapport à la saisine éventuelle dans les conditions évoquées pour une éventuelle légalisation. Nous avions évoqué le fait que, justement, pour éviter les dérives au niveau des saisines pour un test génétique en libre arbitre, cela pouvait être fait via, par exemple, mon .gouv.fr. Donc, par exemple, là, on parlait de mon espace santé. Effectivement, le fait de faire une demande de test génétique récréatif en libre service par ce biais-là, ça impose à s'identifier et d'une façon qui est en fait sécurisée. Donc là, on ne peut pas envoyer au titre de quelqu'un d'autre. Ça sécuriserait peut-être un petit peu plus. L'identité numérique, vous voulez dire, c'est ça ? Oui, ouais. Merci. Oui, absolument. Et de toute manière, la légalisation, ça ne veut pas dire tous les usages. Hein. Les talons de mesure qu'on a aujourd'hui, c'est des choses qui sont pas permises en France et qui sont plein de propositions de tests différents. Légaliser, ça ne veut pas dire, admettons que votre réflexion vous emmène vers là, ça ne veut pas dire tous les usages. Vous voyez, le test d'infidélité, il ne viendra peut-être pas sur le haut de la pile, quoi.
je vais faire l'avocat du diable. Moi, je dis non, parce que je me connecte sur impôt.gouv.fr ou ma santé, tout ça. Donc, je me connecte. J'ai pris la brosse à dents du capitaine Bougerie. C'est ça que j'envoie pour faire le test. Donc, je donne mon identité, mais ce n'est pas mon profil génétique. Donc, en fait, vous n'avez pas de fiabilisation entre le matériel biologique de départ et l'identité que vous associez. Encore une fois, par rapport à ce qui est fait pour l'alimentation de la base de données, c'est pour ça, pour les individus, c'est l'officier de police judiciaire qui est face à la personne, qui fait le prélèvement et qui met l'identité. Donc du coup, on sait que c'est le matériel biologique qui est associé à la personne qu'on a en face de soi qui est pour envoi au laboratoire. Là, quand on le fait chez soi, effectivement, on peut mettre toutes les rigueurs, toutes les règles pour faire une identification de l'identité, de l'état civil, de numérique, tout ce que l'on veut. Mais le matériel biologique de départ, il faut être sûr que ce soit le bon et que ce soit celui qui s'enregistre, qui donne bien son matériel biologique. Après, colonel, si je peux me permettre, si on a fiabilisé votre identité et que la loi interdit que vous envoyiez le matériel génétique du voisin, qu'elle est stricte sur ce plan-là et que on sait que c'est bien vous, déjà ça va freiner quelques ardeurs hein, quand on est sûr que c'est bien vous qui avez envoyé la brosse à dents du voisin. Et ensuite, vous avez une prise à la sanction qui est plus forte puisque vous savez qui a fait ça. Ce qui en général sur Internet, c'est surtout on ne sait pas, on ne me voit pas, on ne sait pas qui je suis. Là, on sait véritablement qui vous êtes. Par rapport à tout ça, je pense qu'il faudra effectivement bien scinder les usages, en fait, voir l'usage judiciaire, l'usage médical, l'usage récréatif, etc. Mais en fait, là, c'est vraiment pour l'usage récréatif, le vrai libre service où, effectivement, on veut connaître la généalogie, peut-être des antécédents médicaux ou autres au niveau génétique. Et à ce moment-là, oui, l'identification permet de limiter l'accès, effectivement, enfin de limiter l'usage à ne pas faire n'importe quoi avec le cheveu du voisin. Et ça a un effet de dissuasion, effectivement. Merci.